C'est bon pour tout le monde? Parfait, on voit bien. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à me joindre à vous, à ce groupe de collègues chercheurs, pour discuter et échanger avec vous sur nos plus récentes recherches qui touchent, dans ce cas particulier, le contexte de l'hybridation des formations. Mais de façon plus large, on s'intéresse essentiellement à mieux comprendre, mieux saisir les contours des expériences d'apprentissage de nos étudiants à l'Université de Sherbrooke, bien que d'autres recherches ont été menées ailleurs auprès d'universités francophones dans le monde, suite à une recherche dont je parlais tout à l'heure, qui date de 2001. Alors, celle-ci a été menée en conjointement avec un collègue de la Faculté des sciences, le professeur Shen-Louis Wang, et deux étudiants doctorants, Simon Bolduc et Jean-Marie Kamamba Chinula, qui le premier est doctorant à la Faculté d'éducation et le deuxième doctorant à la Faculté des sciences. Voilà. Un plan de match assez classique pour ce qui est de la présentation de ce type d'information. Donc, rapidement, problématique et objectif, un état des connaissances, méthodologie, résultats et une courte conclusion. Voilà. Je pense qu'on a une période prévue. J'estime que je pourrais rester dans les marges d'une présentation de 45 minutes à 1 heure. Puis comme on a un peu de temps par la suite, on pourrait échanger, noter vos questions. Et si en cours de route, là, je ne vois pas le chat ou les échanges écrits. Alors, s'il y avait une question brûlante qui se manifestait, peut-être, Manuel, pourriez-vous me la relayer? Donc, n'hésitez pas à Sûr. m'interrompre en cours de route au besoin pour permettre la compréhension du contenu. Alors voilà, la problématique essentiellement en 2001, là ce n'est pas écrit comme tel, mais donc en 2001, un collègue Roland Villot, que vous connaissez peut-être, qui est retraité de l'Université de Sherbrooke, qui a beaucoup travaillé sur la motivation, et moi, avons eu le désir de mieux connaître l'incidence des pédagogies actives nombreuses, essentiellement beaucoup sous la forme d'innovation pédagogique ou curriculaire, qui avait été mise en place depuis 1987 à l'université. Et donc, nous souhaitions mener une vaste enquête, c'est ce que j'indiquais dans le résumé de cette conférence, et nous souhaitions toucher l'ensemble, la majorité des étudiants de l'université, ce qui a bien fonctionné puisque un peu plus de 4500 étudiants ont participé à cette enquête. De toutes les facultés, il y en avait 9 à l'époque. C'était, il faut le savoir, d'un point de vue méthodologique avantageux. Le N s'explique en partie parce que nous étions physiquement capables d'aller dans les locaux de classe avec les trucs papier en main. Nous distribuions, il y avait une petite armée de sondeurs qui avait été mobilisée, une trentaine de fait, pour se disperser un peu partout sur le campus. Et l'ensemble de la collecte de données n'a quand même duré que 2 semaines. Et on a réussi à toucher toutes ces personnes. Voilà. Aujourd'hui, l'enquête a été menée de façon indirecte, ouais, virtuelle par enquête. Et donc, comme vous l'avez probablement constaté dans différentes activités de ce type, la participation est moindre. Généralement, peu importe ce que l'on cherche à savoir, que quand on est physiquement capable d'y aller. Donc, je reviens à 2001. On a colligé tout plein de données sur les différentes modalités pédagogiques qui étaient les plus communément utilisées à l'université à l'époque. Et dans une des facultés, la faculté des sciences, le vice-décanat à l'enseignement et aux études a souhaité avoir des données plus fraîches que celles qui dataient de 2001 pour expliquer ce qui se passait. Et le contexte pandémique a aussi aidé à susciter l'intérêt. Et donc, nous avons repris l'enquête de 2001, mais aussi adapté cette enquête au goût du jour, si je puis dire, et vous verrez tout à l'heure quelques incidences. Alors, donc, l'idée au départ, c'était de mieux connaître le profil d'apprentissage des étudiants à l'université et les variables que vous voyez apparaître ici, motivation, engagement et persévérance, étaient les points focaux, le point focal de cette enquête, celle de 2021. Lorsque nous l'avions menée en 2001, nous avions davantage porté attention à la motivation et aux stratégies d'apprentissage
ce que nous avons écarté pour cette version-ci de la même enquête. Nous nous sommes intéressés en 2001 autant qu'en 2021 à l'exposé et aux pédagogies actives. Et ce qui s'ajoute de nouveau cette fois-ci, c'est la situation d'hybridation de la formation. Alors voilà. Pour ce qui est de la motivation ou la dynamique motivationnelle, comme Roland Villot l'a plusieurs fois publié dans des ouvrages et articles, elle implique trois grandes composantes, soit la motivation des étudiants, l'engagement et la persévérance. Je ne vais pas prendre trop de temps ici pour définir, mais si vous souhaitez, n'hésitez pas plus tard à me poser la question. Mais le schéma qui apparaît au bas de la diapositive vous rend, je pense, assez clairement explicite la nature causale de la relation entre ces différents aspects. La source que vous voyez au centre, c'est-à-dire à gauche, la source est de la motivation. Donc, la motivation se décline en trois indicateurs, celle de la perception de la valeur d'une activité, la perception de la compétence et la perception de la contrôlabilité. Cette motivation qui émane ou origine plutôt d'activités pédagogiques a comme conséquence de favoriser ou non l'engagement des étudiants, cognitifs ou autres, comme on le verra, de même que la persévérance des étudiants et ultimement favorise l'apprentissage et la performance au sens de résultats scolaires. Alors, plusieurs auteurs ont travaillé sur les différents concepts dans la littérature. Maintenant, pour ce qui est de l'hybridation de la formation, vous devez peut-être connaître le modèle ISUP qui a été proposé il y a plusieurs années dans un financement européen et qui a permis de décliner dans un premier temps. Ça, c'est les travaux de Pereira, Charlier, Deschriver et autres. Plusieurs personnes étaient impliquées. Alors, ils ont proposé 4 dimensions à l'hybridation. Nous partons de l'une de ces dimensions, la première, que l'on explique comme étant la mise à distance et les modalités d'articulation des phases présentielles et distantes. Je rentrerai plus en détail dans cela tout à l'heure, mais la dia permet de faire réaliser que plusieurs facettes jusqu'à maintenant ont permis de documenter les incidents ou l'incidence de ces différentes formes de contexte de formation ou situation de formation d'hybridation sur des thèmes comme la prise de notes, la qualité de la formation, la perception des étudiants, la perception des enseignants, l'apprentissage, etc. C'est une littérature qui foisonne de plus en plus et qui risque au cours des prochaines années de mieux nous aider à comprendre les contours de ces formes d'enseignement et d'apprentissage comme les incidences qu'elles ont chez les uns et les autres. Voilà. Alors, méthodologiquement parlant, pour cette édition 2021 de l'enquête, le questionnaire présentait 103 énoncés, essentiellement sous la forme d'affirmations sur lesquelles les étudiants devaient indiquer leur niveau d'accord. C'est une échelle de Likert à 5 niveaux. La validation du questionnaire a été essentiellement une mesure faite auprès d'un sous-groupe d'étudiants dans une approche de focus group pour vérifier la clarté des énoncés. Cela a été fait et fait à chaque fois par faculté pour s'assurer que les nuances et les thèmes, les mots utilisés sont les bons. Vous savez probablement d'expérience, il y a des enjeux disciplinaires parfois qui font qu'un étudiant de sciences n'aura pas tout à fait le même vocable pour référer à une question d'engagement, de motivation et autres qu'un étudiant d'une autre discipline. Alors, il faut vraiment s'assurer de cette étape. Chaque variable, donc chaque construit théorique dans le questionnaire se décline sous la forme de 2 ou 3 énoncés différents. Habituellement, nous menons en amont une analyse de contenu, c'est-à-dire une analyse de cohérence interne de ces énoncés pour voir leur alignement. Ça nous donne une statistique qui est l'alpha de Cronbach. Nous ferons ce travail a posteriori cette fois-ci pour des questions de délai à l'époque. Bien sûr, la participation à ce questionnaire était volontaire. Environ un tiers des étudiants à qui nous avons fait parvenir le questionnaire ont répondu. J'ai un tiers, plutôt 25%. Alors voilà, la passation s'est faite en ligne, comme je le mentionnais tout à l'heure, et la période pour y répondre a été de 3 semaines. Ça s'est fait en février 2021.
Alors, les résultats que je vous présente aujourd'hui sont ceux issus de la Faculté des sciences. Les étudiants concernés ne sont que les étudiants de premier cycle et le total des participants était de 221 personnes. L'enquête, comme maintenant c'est devenu un incontournable, bien sûr, a reçu l'approbation du comité d'éthique et de la recherche de notre université. Alors, parmi les personnes qui ont répondu favorablement, il y avait, vous voyez la distribution, une majorité de femmes qui ont choisi de participer dans une faculté de sciences où, de fait, la proportion est inversée quant au nombre réel hommes-femmes. C'est déjà une indication intéressante en soi. Les dimensions qui ont été, comme je l'évoquais tout à l'heure, touchées sont la motivation avec les 3 indicateurs dont j'ai déjà parlé. L'engagement a été regardé sous ces 3 grandes facettes, l'engagement affectif, cognitif et comportemental des étudiants. Et du côté de la persévérance, on a regardé la persévérance affective et cognitive chez ces mêmes étudiants. Les situations d'enseignement et d'apprentissage que nous avons considérées sont donc l'exposé, pour lequel je ne vous présenterai pas de données aujourd'hui, les pédagogies actives, dont on parlera tout à l'heure, et l'hybridation. Alors, j'ai souhaité je ne lirai pas chacune des lignes ici, mais je vous donne l'occasion de porter attention à ce que j'expliquais tout à l'heure comme étant des exemples dénoncés dans le questionnaire correspondant à chacun des indicateurs de la motivation ici. Donc, c'est un peu une vue impressionniste de ce que ça représente que je vous invite à dégager de ces énoncés. Donc, une affirmation et une échelle de Likert de 1 à 5 sur lesquels les étudiants étaient invités à se prononcer. Ne vous inquiétez pas, je vais changer de diapositive si vous n'avez pas eu le temps de tout lire. Vous pourrez revenir aux besoins, mais ce n'est pas l'essentiel de retenir ces informations détaillées pour le moment. Idem pour l'engagement, où il y avait donc 3 facettes, comme je l'expliquais tout à l'heure, de considérer, avec pour chacune des énoncés dans le questionnaire lui-même pour permettre aux étudiants de se manifester. Et enfin, l'appareil était vrai pour la dimension persévérance, du point de vue affectif et cognitif. Bien. Alors, les fondations ont été jetées. Passons maintenant à ce qui est visible ou peut-être d'intérêt de façon manifeste. Ce sont les résultats. Alors, je traiterai dans un premier temps des résultats issus du volet pédagogie active. Ce sera une plus petite partie. Et puis, je m'attarderai plus longuement à la deuxième partie sur le thème de l'hybridation de la formation par la suite. Voici les différentes pédagogies actives qui ont été sélectionnées aux fins de l'enquête. Ce sont celles qui, à travers une pré-enquête maison, si vous voulez, ont permis d'être identifiées comme les plus communément, comme je le disais tout à l'heure, utilisées ou présentes dans les espaces de formation. Donc, on a l'étude de cas, l'apprentissage par problème, l'apprentissage par projet, le laboratoire et l'atelier. Je me permets de mentionner que le laboratoire est une nouvelle situation pédagogique dans cette enquête-ci qui n'était pas présente dans celle de 2001. Nous avions plutôt une autre situation que l'on appelait le séminaire de lecture. Comme à l'époque, nous touchions toutes les facultés, donc toutes les disciplines, nous avions sélectionné 5 situations d'apprentissage les plus communément utilisées, mais à travers l'ensemble des programmes et cursus de formation. Cette fois-ci, comme nous nous attardons davantage à la réalité des étudiants de la Faculté des sciences, le laboratoire est apparu comme une situation d'apprentissage prégnante ou suffisamment importante pour l'ajouter, et nous avons retiré celle qui était presque disparue ou très peu présente, qui est le séminaire de lecture. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, juste avant, je vous permets de lire un peu la description qui était présente dans le questionnaire. Bon, alors, je vous explique. Chaque étudiant n'a pas eu à répondre
ou à indiquer la motivation, l'engagement ou la persévérance qu'il avait pour chacune des 5. Ils ont eu à faire cela pour l'exposé. L'exposé était un bloc de questions d'énoncés distincts et uniques, si on veut. Ensuite, ils avaient un deuxième bloc d'énoncés et ils avaient en amont à choisir la situation pédagogique qu'ils estimaient la plus susceptible. Je ne me rappelle plus exactement de la formulation de la consigne, mais c'était quelque chose comme sélectionner la situation pédagogique qui est la plus communément présente pour vous dans votre parcours de formation. Et donc, parmi les 5, il n'y en avait qu'une qui était identifiée et le bloc d'énoncés devait être ensuite répondu en lien avec ce choix. C'était essentiellement les mêmes énoncés que pour l'exposé. J'espère que j'ai été clair. Donc, voici la description de chacun pour chacune des pédagogies pour leur permettre de bien saisir ce dont il est question lorsque l'on utilise ces termes projet, problème, laboratoire, etc., pour éviter au maximum du moins les confusions. Et enfin, vous avez la description pour l'atelier de ce qui en est. Alors, voici ce que ça donne une fois qu'on a la répartition du choix qui a été fait par les étudiants. Alors, comme vous pouvez le constater, la moitié de l'échantillon d'étudiants, donc un peu plus d'une centaine de personnes, ont sélectionné le laboratoire comme situation d'apprentissage ou pédagogie qui était pour eux la plus illustrative de leur contexte à la Faculté des sciences. Puis ensuite, il y a une distribution plus ou moins égale entre les différentes autres situations. Alors, lorsqu'on regarde les résultats quant aux facteurs motivationnels, on peut constater, parce qu'ici, les résultats sont comparables, vous pouvez voir la comparaison entre les scores ou les moyennes. En passant, je ne vous présente que des données de nature descriptive aujourd'hui. Nous sommes dans le traitement des analyses inférentielles des résultats, mais pour le moment, toutes les données présentées aujourd'hui seront de nature descriptive. Donc, vous pouvez constater que majoritairement, en fait, l'ensemble des données, plutôt de 2001, sont supérieures en termes motivationnels à ce que nous avons colligé cette année, l'année passée, plutôt en 2021. On peut aussi constater que c'est l'approche par projet qui suscite ou génère une motivation supérieure à toutes les autres. C'était vrai en 2001, c'est encore vrai en 2021. Et peut-être aussi noter le fait que le laboratoire, qui est la situation qui a été quand même choisie par plus de la moitié ou la moitié des étudiants qui ont participé à l'enquête, est celle qui génère le moins de motivation chez eux. Voilà. Je vous laisse réfléchir à cela doucement pendant que je poursuis. Avec cette remarque, ce sont donc les deux situations ou pédagogies de l'apprentissage par problème et de l'atelier pour lequel l'écart entre les données colligées en 2001 et en 2021 sont les plus importants entre les deux, alors que pour, disons, l'étude de cas ou l'approche par projet, les scores sont relativement similaires. Voilà, c'est la seule information que je voulais vous partager pour déjà faire un peu le pont entre les données de 2001 et celles de 2021. Maintenant, nous regarderons les résultats pour l'hybridation de la formation, données qui n'existaient pas, n'étaient pas présentes, volets qui n'étaient pas présents dans le questionnaire il y a 20 ans. Alors, 5 situations d'hybridation ont été identifiées. On part à la fois de la littérature, on est parti à la fois de la littérature, mais aussi de ce que l'on constatait être, d'un point de vue empirique, les formes d'hybridation présentes à travers les différents enseignements à la Faculté des sciences. Alors, la première, c'est une situation qui décrit essentiellement ou qui précise que l'enseignant est en classe et que l'étudiant est à distance. Alors, il y a quelque chose qui se déroule en classe avec un enseignant présent qui offre alors à des gens qui sont ailleurs de pouvoir participer à la séance. La situation 2, tout le monde est à distance
mais en situation d'activité synchrone, on est capable d'échanger et de pouvoir animer les activités, mais chacun est à distance, donc chez soi pour l'essentiel. Situation 3, tout le monde est à distance, mais les activités sont principalement asynchrones, pour ne pas dire essentiellement asynchrones. Et donc, aucun contact comme nous en avons un maintenant en direct entre les participants, étudiants, enseignants. La situation 4, cette fois, tout le monde est à distance, mais nous sommes dans une situation d'hybridité, donc synchrone et asynchrone. Alors, parfois, les activités se déroulent en différé dans le contexte asynchrone et parfois, ils sont en direct dans le contexte synchrone. Et c'est un mélange des deux réalités. C'est ce que l'on appelle ici les activités hybrides. Et enfin, la situation commode ou de comodalité, où il y a une alternance entre des moments physiques en classe, d'une part, et des moments à distance de type synchrone ou asynchrone, d'autre part. Voilà pour les 5 situations que nous avons identifiées et proposées aux étudiants. Alors, de la même façon que pour les pédagogies actives, les étudiants étaient invités à sélectionner la situation qui leur paraissait la plus représentative des activités d'enseignement et d'apprentissage qu'ils avaient vécues depuis le début de l'année, c'est-à-dire 2020-2021, l'année scolaire. Et juste avant de vous présenter ça, à nouveau, la description de chacune, comme je le faisais précédemment, c'était présent dans le questionnaire. Ils pouvaient donc on souhaitait du moins leur permettre de s'assurer qu'ils comprenaient bien le sens de chacune de ces situations. Voilà. Et là, vous avez la distribution des choix qui ont été faits, du choix qui a été fait des situations par les étudiants eux-mêmes. La situation qui a été retenue, parce que là, je ne vais pas faire à l'écran, je vais la sélectionner ici, c'est la situation synchrone, c'est-à-dire où il y a les étudiants à distance, le prof à distance, mais nous sommes en train d'échanger en direct à travers une séance quelconque, une séance synchrone. Voilà. Donc, pour la moitié, un peu plus de la moitié, ça a été le choix de fait. Et pour les autres, il y a une distribution assez égale, à l'exception de la situation très peu fréquente chez nous de formation asynchrone uniquement. Les résultats maintenant, quant à la motivation, comme vous pouvez le constater, c'est la comodalité, c'est-à-dire une partie des activités en classe physiquement et une partie des activités en ligne qui génère le plus la motivation des étudiants qui ont participé à cette enquête. Les scores, sinon, pour les autres 4 modalités sont plus bas, mais pas très, très bas non plus. Néanmoins, il apparaît, comodalité, et vous le verrez, là, c'est une constante pour presque tous les résultats qui ont été colligés. Alors, je vous mentionnais tout à l'heure que la motivation se décline en 3 sous-composantes. Nous aurions pu le regarder de la même façon pour les pédagogies actives, mais là, il me semblait qu'il y avait déjà trop de données à vous présenter, donc je n'ai pas été dans cette direction, mais je le ferai ici. Donc, je cherchais à comprendre ce qui se passait sous le chapeau motivationnel lorsque l'on regarde ces 3 indicateurs de la motivation que sont la perception de la valeur, la perception de la compétence et la perception de la contrôlabilité. Alors, voici ce que ça donne lorsqu'on regarde cette distribution des 3 quant aux différentes situations d'hybridation qui ont été proposées. Alors, vous pouvez constater, comme je l'évoquais tout à l'heure, que de façon cohérente, bien sûr, la comodalité obtient des scores les plus élevés pour chacun des indicateurs, que c'est lorsque l'on regarde cette distribution, que c'est la contrôlabilité ou la perception de la contrôlabilité qui est l'indicateur le plus faible, et ce, indépendamment de la façon, de la situation d'apprentissage, de la situation d'hybridation. Et inversement, c'est la perception de sa compétence qui ressort chaque fois comme étant la plus élevée,
indépendamment de la situation d'hybridation. Et vous remarquerez aussi que le patron de distribution des scores se ressemble beaucoup d'une situation d'hybridation à l'autre. Passons maintenant à l'engagement. L'engagement qui est donc une des résultantes d'un élève ou d'un étudiant motivé. Vous avez le score global ici qui est présenté et à nouveau, la comodalité, c'est-à-dire une situation d'apprentissage où une partie des enseignements se font en classe et une partie des enseignements se fait à distance, et celle qui génère le plus la motivation des étudiants, ou qui motive plutôt davantage les étudiants. Regardons maintenant plus en détail les sous-composantes de ce construit théorique de l'engagement à travers donc l'engagement affectif, l'engagement comportemental et l'engagement cognitif. Alors, vous voyez maintenant apparaître le graphique qui présente les résultats pour chacun. Alors, différentes observations. À nouveau, la situation d'hybridation de comodalité ressort comme étant celle qui favorise davantage l'engagement des étudiants si on la compare aux 4 autres. On peut aussi remarquer que c'est l'engagement comportemental qui est le plus faible dans ces différentes situations d'enseignement et d'apprentissage, et inversement, c'est l'engagement cognitif des étudiants qui ressort davantage. Alors, à titre pour vous remettre un peu dans le bain de ce que ça représente, l'engagement comportemental réfère à la participation essentiellement en classe. Et on peut comprendre l'incidence que peut avoir ce type de contexte d'apprentissage lorsqu'il est question de s'engager physiquement, c'est-à-dire pas physiquement, mais de point de vue actif dans la classe. Et l'engagement cognitif fait référence à la capacité de mobiliser les outils cognitifs comme la capacité d'analyse, la capacité de réfléchir des étudiants. Elle est plus communément mobilisée que les autres engagements dans ce contexte. Maintenant, dernière facette de la collecte de données pour ce qui est de la dynamique motivationnelle, c'est celle de la persévérance. Alors, la persévérance, contrairement aux deux premiers construits théoriques, c'est la situation d'hybridation, c'est-à-dire une partie du parcours en ligne synchrone et une partie du parcours en ligne asynchrone, un équilibre ou du moins un croisement entre les deux, qui semble susciter davantage la persévérance, bien que le score obtenu pour la situation comodale n'est pas très loin derrière. Et je fais l'hypothèse que d'un point de vue statistique, cet écart ne serait pas significatif, alors qu'il le serait probablement avec, par exemple, la situation de la persévérance telle qu'elle est perçue pour la situation synchrone et les autres. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce dont il était question ici? Non, ça va. La persévérance se décline en deux facettes, comme je l'indiquais plus tôt, la persévérance affective et cognitive. Alors, quand on regarde la distribution des résultats pour chacune, on peut constater que pour ce qui est de la persévérance du point de vue affectif, c'est-à-dire la capacité de faire des efforts, de s'engager, et donc de persévérer au-delà des défis que représente ce contexte, c'est la situation d'hybridation au sens synchrone et asynchrone en ligne qui génère davantage, qui favorise davantage plutôt cette persévérance. Et c'est du côté comodal qu'il y a davantage de persévérance lorsqu'il est question de mobiliser la dimension cognitive, c'est-à-dire chercher à comprendre, chercher à dégager du sens, justement pour éviter La persévérance, qu'est-ce qui la distingue de l'engagement? L'engagement, essentiellement, c'est la décision de démarrer une activité ou de démarrer une situation d'apprentissage ou de démarrer son investissement dans cette situation. Ça, c'est l'engagement. La persévérance, c'est la réaction que j'aurai lorsque je rencontrerai un écueil quelconque. Je ne comprends plus à un moment ou je ne sais plus quoi faire à un autre,
où je suis dans une situation de défi très important, par exemple, je peux soit m'arrêter alors ou persévérer. Donc, c'est en chemin, c'est sur le parcours même que la persévérance se manifeste, plutôt que l'engagement qui est plutôt le coup de départ ou le point d'entrée dans la situation, que l'on peut alors décliner sous la forme d'une tâche courte, comme un examen, comme d'une partie plus longue, comme l'investissement dans un cours, comme d'une partie encore plus longue, qui est celle de compléter des études de premier cycle. Alors, la fenêtre que l'on ouvre pour permettre de regarder l'une ou l'autre de ces facettes dans nos enquêtes a varié de l'une à l'autre, à l'un à l'autre de ces extrêmes, puisque nous avons également, dans d'autres recherches, tenté de mesurer l'engagement, la persévérance des étudiants lorsqu'il était question de leur parcours complet d'études sur l'ensemble de la durée que sont leurs parcours de premier cycle, par exemple, 3 ou 4 années généralement. Voilà, on termine avec un dernier bloc de données. Ce bloc de données entre dans une grande catégorie que nous avons appelée la contribution pédagogique à l'apprentissage, donc la contribution pédagogique à l'apprentissage des différentes situations d'hybridation. 4 aspects ont été considérés. Contribution au développement des connaissances perçues, bien sûr, parce qu'on est dans une enquête de données de nature perceptuelle, contribution perçue à l'articulation des connaissances, contribution perçue au développement des savoirs professionnels et enfin, contribution perçue au développement de l'autonomie. Alors voilà les résultats tels qu'on les voit apparaître pour les 5 situations d'hybridation. À nouveau, comme pour la première et la deuxième variable, à savoir la motivation et l'engagement, c'est la situation d'hybridation de comodalité qui, pour l'un ou l'autre de ces 4 variables, permet davantage, est perçu plutôt davantage comme étant favorable au développement des connaissances, à l'articulation des connaissances, au développement des savoirs professionnels et au développement de l'autonomie. On peut également remarquer que l'articulation des connaissances est parmi les 4, celle qui est perçue davantage comme étant bien, qui est perçue comme favorable, disons, et ils estiment que parmi elles, c'est l'articulation des connaissances qui est le plus positivement lié ou associé à ces différentes situations. Et inversement, c'est les scores pour le développement des savoirs professionnels qui, généralement, sauf une exception là ou deux, est le plus faiblement perçu chez les étudiants. En passant, pour moi, ces résultats ne sont pas nécessairement surprenants non plus, puisque un des enjeux liés à cette pandémie, mais surtout au fait que l'on passe en mode hybridation de la formation en ligne et tout ça, c'est celui de l'application des savoirs dans plusieurs contextes d'échange ou d'intervention que j'ai pu avoir au cours des 2 dernières années. Un des grands enjeux chez les collègues, c'est que fera-t-on avec les laboratoires, par exemple, en ligne? Que fera-t-on avec tout ce qui permettrait de développer les compétences des étudiants? Alors, donc, c'est ce qu'on pourrait associer au savoir davantage professionnel, à cette grande catégorie des savoirs agir ou des savoir-faire pour les uns et pour certains autres, des savoirs agir avec compétences, qui peut-être dans le contexte de l'hybridation ne permettent pas autant de se révéler avantageusement que lorsque l'on est dans des situations présentielles. Alors, en conclusion, quelques éléments. Pédagogie active, les données de 2001-2021 montrent un écart favorable pour ce qui est des différents indicateurs. Maintenant, à cette étape-ci, je vous dirais que l'écart me paraît, ou les écarts me paraissent acceptables si l'on tient compte de justement cette situation pandémique crise sanitaire dans laquelle nous avons été plongés. Alors, il n'est pas juste question d'un passage de l'enseignement en classe à l'enseignement en ligne. Il y avait aussi cet autre aspect qui était dans l'air, si l'on veut. C'est, comme je l'indiquais tout à l'heure, parmi les différentes pédagogies actives recensées,
c'est de l'approche par projet qui demeure la pédagogie la plus motivante. Si nous avions eu l'occasion de regarder les données plus pointues quant aux 3 indicateurs de la motivation, vous pourriez avoir constaté que c'est favorable particulièrement du point de vue du développement ou de la perception des compétences, puisque l'approche par projet est une pédagogie qui invite davantage les étudiants à s'investir par une prise en charge réelle de la démarche d'apprentissage et la présence du tuteur ou de l'enseignant est généralement plus éloignée que dans les autres pédagogies, ce qui favorise d'autant cette capacité de prise en charge et donc forcément la perception que les étudiants ont davantage de contrôle sur la nature des activités qui se déroulent. Pour ce qui est de l'hybridation, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, la situation commode s'avère être celle qui est la plus motivante pour les étudiants, qui génère le plus leur engagement et qui contribue le plus à l'apprentissage également. La situation d'hybridation favorise également la persévérance affective, davantage que commode. C'est une exception dans l'ensemble des données qu'on a pu corriger. Et enfin, comme je vous l'avais vu également précédemment, la perception de la contrôlabilité est l'indicateur motivationnel le plus faible. Et donc, clairement, la situation comme celle que l'on vit maintenant semble être perçue comme moins favorable à cette prise de contrôle, puisque je suis moins actif, moins capable de manipuler, si l'on veut, les leviers de l'apprentissage et du déroulement des activités, comme je peux davantage peut-être percevoir le faire en classe. Ce sont toutes des conclusions que nous pourrons davantage préciser, relativiser lorsque nous mettrons tout cela en relief avec les données issues de leur perception de l'exposé qui était fait en classe. Voilà, merci pour votre invitation. Si vous souhaitiez éventuellement échanger pour poursuivre vos recherches à travers partie de ce que l'on a colligé, je vous invite à communiquer avec moi. Et puis, bien sûr, nous sommes en chantier aussi pour préparer des articles de recherche qui permettront de pouvoir rendre compte de façon plus nuancée et détaillée de l'ensemble de ces résultats.